Bonsoir, bienvenue en Normandie sur les antennes de France 3 et France Bleu pour une nouvelle grande soirée de débat sur nos antennes à 4 jours du second tour des élections législatives. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Franck, bonsoir à toutes et tous. Pendant près d'une heure et demie avec 3 duels et pas des moindres. Oui, nous intéresserons à 3 poids chauds de la région ce soir sur France Bleu et France 3, à commencer par la 6e circonscription du Calvados, celle de Vire-Évrecy, où le candidat du Rassemblement national Nicolas Calbrix est arrivé en tête devant l'ancienne première ministre Elisabeth Borne sous l'étiquette Ensemble pour la République. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, 3 débats au programme ce soir et c'est un de vos anciens collègues du gouvernement qui débattra également tout à l'heure, à savoir Stéphane Travert, député sortant de la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances-Valognes. Il affronte Pierre Géry, un candidat qui se présente sous l'étiquette Les Républicains, soutenu par le RN. Et enfin, nous intéresserons à la première circonscription de l'Orne, où un duel opposera la députée socialiste sortante Chantal Jourdan à son adversaire du Rassemblement national, Nadine Belzitsky. Mais d'abord, Jean-Baptiste, place au débat sur cette 6e circonscription du Calvados, où il y a beaucoup de projecteurs de braquet, celle de Vire-Évrecy. Oui, cette 6e circonscription du Calvados, un territoire très étendu qui va de Saint-Sever à l'ouest jusqu'à Verson à l'est, le bocage virois, sa capitale Vire, mais aussi Condé-sur-Noireau, place forte de l'industrie, un territoire rural, davantage périurbain aussi, quand on se rapproche de l'agglomération caennaise, un peu plus de 128 000 habitants y vivent. Et c'est vous, Elisabeth Borne, qui en êtes la députée depuis 2022. Députée sortante, candidate de la majorité présidentielle sous l'étiquette Ensemble Renaissance. Vous êtes arrivée en 2e position avec 8 points de retard sur le candidat du Rassemblement national qui est face à vous ce soir, Nicolas Calbrix. En 3e position, on trouve Noé Gauchard, candidat du Nouveau Front Populaire LFI avec 23% des voix, suivi de Linda Lahalle pour la droite et le centre avec 7%. À noter que Noé Gauchard, c'était sur notre antenne dimanche soir, s'est désisté en appelant les électeurs à faire barrage à votre candidature, Nicolas Calbrix. Justement, Nicolas Calbrix, vous n'avez pas franchement goûté ce retrait du candidat du Nouveau Front Populaire. Vous êtes inquiet pour ce duel à venir face à Elisabeth Borne du fait du retrait du candidat de la gauche ? Tout d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant de répondre à la question, je voudrais parler de la situation où nous avons découvert qu'il y avait 2 candidates sur les circonscriptions 1 et 2 du Calvados qui avaient tenu des propos inacceptables. Nous condamnons toute forme de racisme, toute forme d'antisémitisme. Nous sommes en train de les exclure du parti. Elles n'ont plus l'investiture du Rassemblement national. Nous sommes extrêmement clairs sur ces questions-là et ça ne fait absolument pas partie de nos valeurs. Pour répondre à votre question, bien entendu, j'ai été extrêmement surpris du retrait de Noé Gauchard, mais les mots ont un sens. Quand il s'est retiré, il a dit que c'était un choix horrible. Il n'a pas donné de consigne de vote. Il a dit que c'était un choix horrible. Et moi, je dis aux électeurs de gauche qu'ils n'ont pas à faire ce choix horrible. Ils n'ont pas à voter pour Madame Casse Sociale, à Madame 49.3, qui a fait tant de mal à ce pays. Nous portons des convictions sur le pouvoir d'achat, sur la défense des services publics, sur les déserts médicaux, et ils ont d'autres choix que de tomber dans les pièges du Front républicain qui ne sert qu'à sauver les places des députés sortants. Alors, Elisabeth Borne, vous arrivez, on va revoir les chiffres, en 2e position devant Noé Gauchard, qui a appelé à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que ça peut suffire, quand on voit les chiffres, pour l'emporter dimanche soir ? Écoutez, moi, je m'adresse aux électeurs qui ne souhaitent pas donner les pleins pouvoirs au Rassemblement national dimanche prochain. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et donc, qui ne souhaitent pas que le Rassemblement national ait la majorité absolue à l'Assemblée, et à tous les électeurs de la circonscription qui ne souhaitent pas être représentés par un député Rassemblement national, a fortiori un député qui ne vit pas dans la circonscription, qui vient rarement et qui manifestement ne s'intéresse pas aux enjeux de la circonscription. Je pense qu'on peut tous se rassembler, et moi je continuerai à m'investir dans ce territoire. Ça fait 2 ans que j'ai été élu, j'avais pris l'engagement de m'engager durablement pour cette circonscription. J'ai déjà des résultats très concrets et très tangibles, et je souhaite continuer à m'engager aux côtés de tous les acteurs de ce territoire. Alors, les acteurs du territoire... Je vais vous répondre sur le parachutage, parce que Mme Borne va passer le débat à m'attaquer sur le parachutage, donc je préfère vous répondre tout de suite. Oui, je suis parachuté et je l'assume. Je suis normand, j'ai grandi en Normandie, j'ai fait mon lycée à Caen. La vie m'a amené ailleurs, mais j'ai toujours milité en Normandie. J'étais tête de liste aux élections régionales en 2015.
quand vous étiez encore à Paris, Madame Borne, en 2015, j'ai défendu le territoire au moment de la réunification avec Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan. Et quand le Rassemblement national m'a appelé après la dissolution, j'ai choisi cette circonscription. J'ai voulu aller ici pour vous affronter parce que cette circonscription était emblématique. Emblématique pour tourner la page de la Macronie, pour lutter contre vous qui avez fait tant de mal au pays quand vous étiez Première ministre. Et donc j'assume totalement ce parachutage. Ça fait 3 semaines que je suis sur le terrain. Et moi, ce que les gens disent sur le terrain, c'est que depuis que vous êtes revenu député, ils ne vous ont pas vu. Donc moi, je préfère être un parachuté qui s'investit dans la circonscription plutôt qu'une élue. D'Elisabeth Borne. On va essayer d'équilibrer les temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on étale les différents thèmes jusqu'à la fin de cette émission. Votre réponse, justement, Elisabeth Borne, par rapport à ces attaques ? Alors, je ne vais pas forcément répondre aux attaques de M. Calbrix. En tant que Premier ministre, je peux vous assurer que j'ai perpétuellement été attentive au dossier de la circonscription. Et avec mon suppléant Freddy Certain, on a été en contact permanent et j'ai rencontré régulièrement tous les élus de la circonscription, les chefs d'entreprise. J'ai pu faire avancer des dossiers et je pense que les habitants de la 6e circonscription du Calvados se réjouissent d'avoir une école de production à Condé en Normandie, se réjouissent d'avoir des financements pour le centre hospitalier de Vire, se réjouissent d'avoir une nouvelle brigade mobile de gendarmerie dans le sud de la circonscription. Donc je peux vous assurer que je me suis investie dans ce territoire. Je suis heureuse de voir que M. Calbrix, maintenant, a changé de discours sur le rôle d'un député, puisque jusqu'à présent, vous vous faisiez photographier devant la Tour Eiffel. Donc manifestement, vous avez changé de discours. Alors on va essayer d'avancer. Vous avez changé de discours. Vous avez Attendez. changé de discours, mais je note que le Rassemblement national a tendance à changer de discours tous les jours. Alors on va absolument parler de la circonscription. Attendez, je vais répondre. Vous voulez faire croire que vous êtes la grande élue locale ? Bien entendu que les dossiers ont avancé. C'est le rôle d'un député de pousser les dossiers à Paris. Je suis contente que vous l'ayez découvert. Bien entendu, mais vous arrêtez de faire croire que tout ce qui s'est passé dans la circonscription, c'est grâce à vous. Arrêtez de faire croire ça. Alors, on va parler de l'avenir parce qu'il y a une élection. Ou alors vous vous appropriez aussi ce qui s'est pas fait. Il y a un second tour. La fermeture du collège au Val-de-Vire. Monsieur Calbrix. Vous le savez bien, monsieur. Voilà, donc les échecs, c'est pas vous, les succès, c'est vous. Laissez aussi. Les seuls qui ont des bilans vraiment locaux, ce sont les maires. Alors, on va essayer d'avancer si vous voulez bien. La seule qui avait un bilan local, c'est Madame Lahalle. C'est Madame Lahalle qui s'est présentée, qui avait un bon bilan local, avec Hervé Morin, qui est un bon président de région. On va essayer d'avancer parce qu'il y a des problématiques qui se posent effectivement sur cette circonscription, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. On va vous entendre justement sur ces points-là. Parmi les thèmes abordés durant cette campagne, il y a effectivement cette question des salaires et du niveau de vie des habitants. Écoutez ces réactions recueillies cette semaine. Avoir une baisse sur l'énergie. Pourquoi pas sur le carburant. Et puis si aussi la TVA pouvait être baissée sur les produits de première nécessité, ce serait bien. Voilà. Qu'on le ressente quand on fait les courses, quand on fait le plein. Je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire pour pas que la tranche moyenne souffre plus, parce que là du coup on creuse un écart. C'est-à-dire que cette tranche moyenne est en train de disparaître et on a une trop grosse différence entre les gens qui n'ont pas de moyens du tout et ceux qui en ont trop. Voilà. Elisabeth Borne, vous avez entendu ces habitants de votre circonscription, notamment qui se plaignent de cette possible disparition de cette classe moyenne qui reçoit un petit peu les coups de boutoir comme ça depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats. Qu'est-ce que vous leur répondez pour leur promettre un meilleur pouvoir d'achat ? Alors, je leur réponds que cette préoccupation, je l'entends totalement, que le premier texte que mon gouvernement avait présenté était un texte d'urgence pour le pouvoir d'achat qui n'avait pas été voté par le Rassemblement national, alors même qu'il prévoyait une remise carburant de 30 centimes par litre à l'époque, qu'il prévoyait l'anticipation de nombreuses revalorisations. Mais il faut effectivement répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat, par exemple des retraités. Et on a indexé de 5,3% les retraites cette année. Et évidemment, on doit continuer à indexer les retraites sur l'inflation. Mais ce ne sont pas suffisants pour ces gens-là. On doit revaloriser les plus petites pensions. Vous savez que déjà 500 000 retraités ont eu une revalorisation de leur retraite. 1 million doivent l'avoir au mois d'octobre, avec effet rétroactif en septembre dernier. Moi, j'entends aussi beaucoup de retraités qui nous disent « j'ai du mal sur la prise en charge de mes soins ». Et on va en parler, ça, de la santé. Se financer une mutuelle. Donc c'est pour ça qu'on veut très rapidement mettre en œuvre une mutuelle, une complémentaire santé à 1 € par jour. Et puis par ailleurs, je pense qu'effectivement, il n'y a plus suffisamment
de mobilité sociale. L'ascenseur social fonctionne mal dans notre pays. C'est pour ça que moi, j'avais demandé dès l'automne dernier aux organisations patronales et syndicales de proposer des véritables parcours professionnels aux salariés, parce qu'on ne peut pas passer sa vie au SMIC, on doit pouvoir bénéficier de progression de son pouvoir d'achat. Nicolas Et Calbrix. peut-être juste un point pour avancer, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Un des postes de dépenses importants dans la circonscription, ce sont les déplacements. Il y a un projet ferroviaire qu'il faut absolument remettre sur le dessus de la pile, c'est la réouverture de la ligne Caen-Flers, qui permettrait à beaucoup d'habitants Alors, de c'est la un serpent de mer, ça fait 30 ans qu'on en parle, ça s'est oui, jamais mais je fait. pense que c'est un beau dossier qui permettrait à beaucoup d'habitants de la circonscription de se déplacer sans avoir des dépenses de carburant. Nicolas Calbrix, c'est ministre des Transports. Parce que M. Morin, auquel vous rendiez, rendiez hommage, n'a pas voulu inscrire ce dossier dans le contrat de plan. Concernant le pouvoir d'achat, on entendait cette habitante de la circonscription dire on tape beaucoup sur les classes moyennes, on est étranglé par les impôts notamment. Est-ce que vous, candidat du Rassemblement national, vous promettez qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts d'ici la rentrée ? Bien sûr. Et nous avons des priorités. C'est un engagement que vous prenez. Nous avons des priorités pour le pouvoir d'achat. La première chose, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. C'est la priorité pour se déplacer, pour se chauffer. C'est vraiment la priorité. Le deuxième point, c'est la réforme des retraites. Madame Borne, que vous parliez des retraités, du pouvoir d'achat des retraités, c'est quand même assez cocasse. Vous qui avez imposé cette retraite qui prend 2 ans aux salariés les plus fragiles, les moins diplômés, pour les donner aux plus diplômés. Vous ne pouvez pas dire ça, M. Calbrix. Moi, je veux bien entendre. Et enfin, on allégera les charges. On allégera les charges pour toutes les augmentations de salaire jusqu'à 10%. Mais jusqu'à pas d'impôt, 3 SMIC. pas d'impôt, ça, c'est crédible. Nous sommes déjà avec le programme que vous avez présenté, bien entendu, nous sommes déjà il est remis en cause, vous le savez très bien. Nous sommes déjà matraqués fiscalement par le gouvernement. Ça fait 7 ans où ce gouvernement n'a pas imposé de justice fiscale. Et donc, nous sommes déjà matraqués. Non, nous n'imposerons pas d'impôts supplémentaires sur les classes populaires et sur les classes moyennes. Mais il y a quand même un recul. Alors, vous parliez... assez facile, Alors, Elisabeth Borne, répondez rapidement, s'il vous plaît. M. Calbrix, de promettre 130 milliards de dépenses, d'oublier de dire que ces dernières années, il y a eu 60 milliards de baisse d'impôts, et de nous dire que vos 130 milliards de dépenses ne se traduisent pas par des hausses d'impôts. Alors, on sait que le RN a beaucoup de baguettes magiques, qu'il a tendance à vendre du rêve, qui se termine en cauchemar, mais comment vous financez 130 milliards de dépenses supplémentaires sans impôts nouveaux ? On va déjà voir dans la situation dans laquelle vous nous laissez le pays. Parce que vous êtes en train de nous proposer 130 les déficits sont à plus de 5%, Madame Borne, l'année dernière. La dette est à plus de 100% du PIB. Donc vous augmentez les dépenses sans augmenter les impôts. Je n'ai aucune leçon de bonne gestion à recevoir de votre part. Non, je dis simplement que si vous promettez aux électeurs 130 milliards... Je travaille dans le privé. Si j'avais géré ma boîte comme vous avez géré la France, j'aurais été viré depuis longtemps. Alors, on va essayer d'avancer si vous voulez bien. Vous devez savoir qu'on ne peut pas financer 130 milliards de dépenses, réduire les déficits et ne pas avoir... Allez, on ferme le chapitre sur les augmentations ou pas d'impôts et comment on finance les programmes. Nous sommes dans une circonscription qui se situe à la fois à mi-chemin entre la ville et la campagne, entre Vire et la périphérie de Caen, avec la commune d'Évry qui se trouve à une quinzaine de kilomètres. Ça, c'est pour situer justement cet endroit, ce petit coin du Calvados, une circonscription où les problèmes d'accès aux soins se posent. Écoutez la réaction de cet habitant d'Aunay-sur-Redon. Ça devrait être une priorité. On était bien normalement, on avait un système en France qui était bien. On est en train de le massacrer petit à petit, c'est dommage. À Aunay, c'est bien, mais au CHU, voilà, un petit peu de budget supplémentaire. Parce que on sent que le personnel fait vraiment un travail extra, mais avec des bouts de ficelle. Nicolas Calbrix, il faut donner plus d'argent public à l'hôpital public, c'est ce que disait cet habitant de la circonscription. C'est une de vos priorités, la santé, rénover les hôpitaux ? Il y a une priorité absolue dans la circonscription, c'est les déserts médicaux. On en a parlé au premier débat. Il y a un nombre incalculable d'habitants de la circonscription qui n'ont plus de médecin traitant. Donc il y a une urgence, c'est de remettre des médecins... 10 000 dans le bocage virois, simplement, pour resituer 5 000 sur Vire. Donc, c'est remettre des médecins, c'est libérer... Et vous faites comment vous faites ? Libérer les contraintes pour tous les médecins et les professionnels de santé qui sont à la retraite, qui veulent retravailler. Ça, c'est l'urgence absolue. C'est déjà fait, Monsieur Calbrix. C'est déjà fait, mais ça ne marche pas. Il faut aller plus loin. Alors, on ne va pas accepter qu'il y ait autant de personnes. Et ensuite, plus loin comment ? Et ensuite, remettre des moyens dans l'hôpital public, réorganiser l'hôpital public. Les ARS n'ont pas vraiment fait avancer. C'est une gestion comptable de l'hôpital public. On les supprime ?
c'est une gestion comptable. On les réinvente supprime, un système, oui, on les supprimera et on réinventera toutes ces tarifications à l'axe, tout ce langage technocratique qui a engoncé notre hôpital dans de la bureaucratie au lieu de remettre des moyens pour les Et soignants. on remet les médecins retraités au travail. On repropose, on incite très fortement et ensuite on forme plus de médecins. Ça commence à être fait, mais ça va prendre du temps. Il y a des urgences et il faut traiter les urgences maintenant. Alors, je remercie M. Calbrix de souligner qu'on va passer de 8 000 médecins formés en 2017 à 16 000 en 2027, parce que nous avons fait sauter Le numerus clausus. le numerus clausus. Et effectivement, je redis à M. Calbrix, parce que je crois qu'on en avait déjà parlé, qu'il est possible, quand un médecin a pris sa retraite, qu'il retravaille sans aucune cotisation sociale, que tout le sud de la circonscription, celle qui est un désert médical, est en zone de revitalisation rurale. Donc il n'y a aucun impôt si vous retravaillez pour un médecin qui s'installerait dans ces zones de revitalisation rurale. Et évidemment, il faut mettre des moyens sur l'hôpital public. C'est notamment les 4 millions d'euros qui ont été dégagés sur l'hôpital de Vire. J'en parlais avec un des médecins de l'hôpital qui me dit que les travaux vont bien démarrer, Notamment sont sur le en service train de d'urgence. démarrer sur les services d'urgence. Et le monsieur qui est à Aulnay-sur-Odo a aussi un centre hospitalier qui fait effectivement des soins non programmés, qui a été soutenu et qu'il faut continuer à soutenir. Mais est-ce qu'il faut contraindre les jeunes médecins à s'installer aussi là où il y a des déserts médicaux? Certains dans votre camp, d'ailleurs, c'est assez transpartisan. On peut, par exemple, le voir, notamment Jérémy Patrier-Létus ou encore Arthur Delaporte, qui ne sont pas la même couleur politique, mais qui ont porté cette loi qui n'a pourtant pas été votée à l'Assemblée. C'est très compliqué de contraindre des médecins. Vous savez qu'il y en a déjà beaucoup. Ça qui se fait font pour des- les qui pharmaciens, font des études. pour les notaires, Non, pour des métiers. Ce qu'on sait faire, c'est empêcher de s'installer à proximité. On a instauré, et Madame Lahalle y avait fait référence, une 4e année d'internat en médecine générale, et on peut accueillir ces internes en 4e année dans notre très belle circonscription. Ça leur permet de découvrir le territoire et il faut soutenir cette installation. Et c'est l'ensemble des mesures que j'ai évoquées qui permettent Alors, notamment on va de soutenir avancer, l'installation. si vous voulez bien. Cette circonscription de Vire-et-Aussi s'étend sur, elle est très longue, sur plus de 90 km, Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, avec cette question du maintien des habitants et des activités dans les zones rurales. Comment garder ces populations, comment garder ces écoles, ces services publics. Écoutez cette réaction d'un habitant d'Aulnay-sur-Odon. Des classes qui deviennent vraiment trop petites, on peut comprendre qu'on a du mal à les garder. Mais après, c'est bien aussi de pouvoir continuer. Enfin, ça apporte aussi de la vie dans nos communes, ça fait vivre certains commerces. Et après, quand les classes ferment, c'est vrai que dans certaines communes, ça arrête un petit peu la vie de ces communes-là, quoi, qui ne repartiront pas forcément facilement, quoi. Nicolas Calbrix, pour le Rassemblement national, l'éducation, on l'a vu, c'est une question prégnante, importante chez les habitants. Les fermetures de classes, quel sera votre programme pour lutter contre cela? Embaucher plus de professeurs, d'enseignants? Et surtout de travailler avec la région, le département pour qu'il y ait une meilleure gestion, que ça soit plus anticipé, défendre l'installation des gens dans notre circonscription, faire que les habitants n'aient pas à partir pour trouver du travail. C'est comme ça qu'on va revitaliser le territoire. Et l'éducation nationale, il faut leur donner plus de moyens aux enseignants, aux professeurs? Il y a les deux éléments. Le plus important sur l'éducation nationale, c'est de remettre le savoir au cœur de l'éducation nationale, de mieux C'est plus le cas aujourd'hui, les professeurs font pas bien leur travail? Non, il y a clairement des dérives. Oui, depuis des années, il y a clairement des dérives, on le voit. Il y a des idéologies qui sont enseignées à l'école. On voit que le niveau baisse, que ce gouvernement n'a pas fait grand-chose pour remonter le niveau. Donc il y a beaucoup à faire sur l'éducation nationale. Elisabeth Borne, vous êtes élue dans cette circonscription depuis maintenant 2 ans. Il y a eu des dossiers qui ont été très médiatisés. Je pense à la fermeture annoncée du collège du Val-de-Vire. Est-ce que demain, vous dites il n'y aura plus jamais de fermeture de ce type d'annoncer dans les mois ou les années qui viennent? Alors, vous savez que la compétence, et je pense que c'est très important... Mais est-ce que c'est vous vous très engagez à important. défendre ce type d'établissement? Enfin, je pense que c'est évidemment important d'avoir des établissements de proximité. En même temps, le monsieur le disait, quand on a des classes dans lesquelles il y a trop peu d'élèves, c'est aussi compliqué, et y compris... c'est pas forcément la meilleure réponse pour les enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas assumer d'avoir moins d'élèves et des professeurs aussi? Il n'y a pas de fermeture d'école sans l'accord des maires. Il peut y avoir des fermetures de classes et il y a un travail qui peut se faire pour faire des regroupements de classes, pour avoir des regroupements pédagogiques, pour avoir la meilleure réponse pédagogique pour les élèves. Mais
je pense qu'on a aussi un territoire qui est dynamique. Vous savez qu'on soutient la réindustrialisation et c'est une politique qui porte ses fruits. On attend 400 usines supplémentaires, 200 000 emplois industriels, et je pense que notre circonscription doit en bénéficier. Et c'est aussi important, et j'insiste sur ce point, de permettre aux jeunes de se former dans le territoire pour qu'ils ne quittent pas le territoire et qu'on puisse aussi répondre aux offres d'emploi que proposent nos belles entreprises. Garder justement ces jeunes dans cette circonscription qui est à proximité de Caen, avec une aspiration à aller travailler et vivre sur Caen, où il y a tout, il y a les transports, il y a les loisirs, les crèches. Comment garder ces habitants dans ce bocage virois? Est-ce que vous avez des solutions, Nicolas Cabrel? Le désenclavement, on en a parlé. Donc, madame est la députée et le désenclavement n'a pas été fait. Donc là, peut-être que ce bilan-là, vous l'assumez aussi. Donc, la ligne de train, l'accès direct à Vire depuis l'autoroute avec une voie plus rapide, tout le désenclavement du territoire pour que les gens puissent continuer à travailler ici, qu'il n'ait pas besoin de partir de la circonscription. C'est une priorité. C'est assez paradoxal. Enfin, le désenclavement, je ne pense pas que c'est pour les habitants du territoire, c'est pour les industries du territoire. Et en effet, il faut soutenir l'implantation d'entreprises dans nos territoires. On a travaillé sur le contournement sud-est de Caen, qui a été relancé, la modernisation de la ligne Paris-Granville. Il faut soutenir, si M. Morin le veut bien, la réouverture de la ligne Caen-Flers. Et on a en effet un enjeu d'amélioration de la liaison entre Vire et l'autoroute A80. Comment permettre, justement, vous parliez des entreprises à ces grandes industries qui sont installées de manière historique dans le bocage virois, de pouvoir avoir accès de la main-d'œuvre et des jeunes qualifiés, parce que c'est bien ça le problème. Comment on attire des jeunes diplômés ici dans des endroits qui sont plus excentrés? Déjà, la formation. C'est quoi? C'est le salaire? Il faut mettre le paquet sur la formation, bien entendu, le salaire et nos exonérations de charges pour l'augmentation d'un salaire va sûrement jouer là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça fonctionne? Parce que personne ne comprend. C'est une incitation de charges, là, on ne comprend pas bien. Si, il n'y aura pas de cotisation patronale, jusqu'à 10% d'augmentation. Pendant combien de temps? Pendant 5 ans, jusqu'à 3 SMIC. Et vous croyez que c'est calculable, ça, dans une entreprise? Vous me dites oui, je peux vous dire, je travaille dans une entreprise, je fais partie de ceux qui les calculent, je peux vous dire, c'est tout à fait calculable. Je pourrais vous montrer, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut faire pour le calculer. Mais est-ce que n'importe quelle entreprise peut le faire? Parce que c'est de l'incitation, ça ne sera pas obligatoire. Ça ne sera pas obligatoire, ça sera une incitation forte. Je pense que les chefs d'entreprise, surtout quand ils n'arrivent pas à recruter, sont prêts à faire des efforts pour trouver du personnel qualifié, pour accompagner les gens en reconversion, pour les former. Mais par contre, on ne peut pas faire ça quand ils sont matraqués d'impôts, matraqués de normes. Et tout ce que vous avez défendu pendant des années avec Macron, qui est de continuer à les matraquer de normes. Moi, je le subis tous les jours. Moi, je subis tous les jours votre paperasse. Et vos impôts. Enfin, qu'il y ait à agir pour simplifier les démarches administratives, mais ne dites pas qu'il y a eu un matraquage fiscal, il y a eu 60 milliards de baisse d'impôts. Enfin, c'est juste factuel. De temps en temps, on peut être au Rassemblement national et voilà. On va avancer. Vous parliez-vous de... Mais on reste quand même le pays le plus imposé d'Europe. Mais c'est bien pour ça qu'il faut continuer et donc pas proposer 130 milliards de dépenses. On va avancer. On va parler d'un des sujets de cette campagne des législatives, à savoir l'insécurité ou cette progression de la délinquance. Toujours est-il que 9 Français sur 10, ce sont des chiffres qui sont nationaux, dont acte, 9 Français sur 10 estiment que ce sentiment d'insécurité a progressé ces 5 dernières années. Dans le Calvados, ce sont des chiffres qui ont été communiqués en début d'année par la préfecture. On a enregistré une hausse de 11% des actes de délinquance, 40% de cambriolage en plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte désormais et peut-être qui avait été un peu mis de côté? Alors, je pense qu'on ne peut pas dire que ça a été mis de côté, puisqu'on a prévu 17 500 policiers et gendarmes supplémentaires depuis 2017. Et donc, il y a des brigades de gendarmerie qui ouvrent dans les territoires. Je le disais tout à l'heure, c'est bien évidemment le cas dans la circonscription, dans le sud de la circonscription. Il faut plus de policiers dans les villes, il faut plus de gendarmes dans notre circonscription. Et puis, il y a un enjeu qui est important, c'est aussi que les délinquants non seulement soient arrêtés par les policiers et les gendarmes, qu'ils soient condamnés et que les peines soient effectuées. Donc c'est pour ça qu'on a aussi renforcé les moyens de la justice. Ça sera 60% d'augmentation des moyens de la justice
depuis 2017. Nicolas Calbrix, vous êtes en retard sur le temps de parole dans cette émission. Vous aussi, vous allez renforcer la police, la gendarmerie? Là encore, c'est l'échec de Mme Borne. Le bilan sur la sécurité est catastrophique. Comme vous avez dit, 9 Français sur 10 pensent qu'on est moins en sécurité. Il y a un cambriolage toutes les 3 minutes, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Pas dans la circonscription, là. Toute la 44 secondes, c'est un problème national. Madame Borne, vous avez été Premier ministre pendant plus de 75% des 2 dernières années. Allez pas me faire croire que vous avez un bilan d'élu local. Votre bilan, il est avant tout national. On dirait que toute votre action des 2 dernières années, elle a disparu. Votre bilan, vous l'assumez pas. Je suis en train vous ne l'assumez pas. D'expliquer les chiffres. Assumez votre bilan. Vous assumez votre bilan sur l'économie, sur l'insécurité. Et c'est quoi votre baguette magique, sur l'immigration? Monsieur Calbrix, je pense que le programme du Rassemblement national est extrêmement clair sur la sécurité. Je pense que nous sommes plébiscités pour ça, que les Français votent élection des mesures après concrètes. élection. Des mesures les peines planchées, les peines minimales. Les peines planchées, les peines minimales, oui. Pour les multirécidivistes, la suspension des allocations familiales pour les mineurs multirécidivistes, la fin de l'excuse de minorité, la construction de places de prison, puisque vous allez me dire que les prisons sont pleines et qu'il ne faut plus condamner que la justice que fait aujourd'hui. On a décidé d'en construire 15 000, vous savez. Si peu. Il en faudrait beaucoup plus. Et que faites-vous pour les violences intrafamiliales qui ont aussi bondi, les violences faites contre les femmes? On avait vu Jordan Bardella s'adresser aux femmes dernièrement. Vous pensez que les femmes entendent votre message? Vous pouvez vraiment les défendre? Je pense que les femmes sont les premières victimes de l'insécurité. Et je pense que l'axis gouvernemental, depuis des années, je pense que les femmes ont compris que le seul parti qui pourra les protéger réellement sur le sujet de la sécurité, c'est le nôtre. Les violences sexuelles, les violences sexistes, tous ces sujets sont au cœur de notre programme. Et je pense que les Français ont bien compris que seul le Rassemblement national est crédible sur le sujet de la sécurité. Alors, dans 4 jours, un de vous deux sera élu ou réélu député de cette 6e circonscription du Calvados. Quel député serez-vous? Comment incarnerez-vous ce poste? Ce qui est certain, c'est que on s'aperçoit que le lien s'est un peu érodé avec les citoyens. Faut-il faire de la politique autrement, retisser justement ce lien avec les habitants? Écoutez ces réactions recueillies cette semaine. Leurs promesses ne sont jamais tenues. Jamais. Ah, ils ont des belles paroles, oui. Mais on a plus l'impression qu'ils sont plus les uns contre les autres, à se critiquer les uns les autres, plus qu'à nous apporter des solutions sur les problématiques qu'on peut rencontrer, quoi. On les sent plus à parler des autres partis que de leur parti et des idées qu'ils proposent, quoi. C'est plus le ressenti sur ces élections, pourtant, qui ont un enjeu assez important. On trouve plus que d'habitude pour ces législatives, quoi. Nicolas Calbrix, vous tiendrez vos promesses si vous êtes élu demain? Déjà, la première chose, c'est que nous, on n'a pas trahi nos promesses, puisqu'on n'a pas été encore au gouvernement. Et je dis aux Français, essayez-nous. Vous verrez qu'il y a une différence. Il y a une différence sur le sujet. Et si moi, je suis élu, je veux être un député de terrain. Madame Borne m'a attaqué suffisamment sur le parachutage, mais je prends aussi l'engagement de défendre ces circonscriptions, d'appuyer les initiatives locales, les maires, les présidents d'intercommunalités, les associations qui se mobilisent et qui font vivre le terrain. Ça sera mon rôle en tant que député, en plus, bien entendu, de défendre le programme de Jordan Bardella et de donner une majorité à ce pays. Et vous, Elisabeth Borne, si vous êtes réélue, quel sera votre engagement? En fait, ce que j'entends, vous voyez, dans les propos que vous avez passés il y a un instant, c'est effectivement que souvent on peut décider des politiques et il y a des grains de sable jusqu'à leur mise en œuvre. C'est pour ça que moi je travaille la main dans la main avec les élus, dont beaucoup saluent l'action qu'on mène ensemble, qu'il faut être sur le terrain, à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens, que moi je veux continuer à travailler avec les élus, les associations, les entreprises, nos agriculteurs, les représentants des salariés, pour être à l'écoute de tout ce qui ne fonctionne pas et peut être amélioré dans l'intérêt des habitants de la circonscription. Alors vous êtes ici sur les antennes de France 3 et France Bleu. Une question et une réponse rapide. Est-ce que demain, si vous accédez au pouvoir, Nicolas Calbrix, vous maintenez le service public de l'audiovisuel? Vous privatisez, comme vous le dites? Ça fait partie de notre programme. Donc oui, nous privatisons. Et je pense que France 3 a toute sa place dans le paysage audiovisuel, comme France Bleu, simplement en tant qu'entreprise privée. Et qu'on vous souhaitera bonne chance pour la suite de continuer vos excellentes émissions. Et vous, Elisabeth Borne, vous prépariez la fusion de l'audiovisuel public jusqu'à la dissolution? Moi, je pense que c'est très important qu'on garde un audiovisuel public, comme ça existe dans toutes les grandes démocraties. Alors, en effet, quand les extrêmes accèdent au pouvoir,
On voit que la liberté de l'information est moins bien garantie, l'indépendance de la justice, les droits des femmes. C'est ça qu'il faut éviter en se mobilisant massivement pour voter contre le Rassemblement national. Au contraire, Madame Borne, c'est justement pour donner plus de liberté et de ne pas avoir un service soumis à l'État que nous voulons privatiser. Le service public. Alors, nous, on l'a fait notre débat tout seul avec Franck. On a reçu consigne de personne. Est-ce que vous pensez que le privé, demain, aurait pu organiser 200 débats, comme c'est le cas sur France 3, sur France Bleu? Je pense que le privé, je pense que France 3 continuera et France Bleu continuera à organiser des débats. La main sur le cœur, vous le dites. Après, tout dépendra de vous. Si votre... tout dépendra de l'actionnaire, potentiellement. Si votre actionnaire ne le veut pas, on n'est pas très rassuré, M. Cabriès. Si, il y a quand même une indépendance de la presse. Même s'il y a des actionnaires, il y a des règles qui protègent la presse et que nous maintiendrons et que nous renforcerons. À suivre. Donc, c'est la fin de ce premier débat. Merci Elisabeth Borne, merci Nicolas Calbrix d'y avoir participé. On se retrouve dimanche soir pour le verdict des urnes à l'issue de ce second tour des législatives.